La Russie brûle à Kupiansk, pas au sens figuré, mais littéralement. Pendant que j'enregistre ceci, des colonnes de fumée montent depuis la rive et de la rivière Oskil. Les groupes d'assaut russes à l'intérieur de la ville réclament un réapprovisionnement qui n'arrivera jamais. Et tout l'épaulement nord de l'axe de Kharkiv, ce même épaulement que Moscou a passé 10 à 8 mois à tenter d'ouvrir, se referme maintenant sur environ 60 000 soldats russes. Ils se retrouvent soudain, du mauvais côté de la rivière, du mauvais côté de la zone de destruction et du mauvais côté de l'histoire. Leurs lignes d'approvisionnement sont coupées. Leurs ponts ont disparu. Leurs couloirs d'évacuation sont saturés par les tirs de drones ukrainiens. Les hommes qui se trouvent réellement à l'intérieur de Kupiansk et les forces conjointes ukrainiennes estiment ce nombre entre 120 et 200 infiltrés dans le cœur de la ville, sont maintenant alimentés au compte-gouttes par des largages de drones. Selon un responsable ukrainien, certains de ces largages contenaient des drapeaux russes au lieu de nourriture, parce que les planificateurs logistiques de Moscou préféraient voir leurs soldats mourir en tenant un drapeau, plutôt que d'admettre que l'opération a échoué. C'est pas une histoire qui concerne une seule ville de la région de Kharkiv. C'est l'histoire de l'effondrement d'un concept opérationnel entier. Prenez du recul, et ce que vous regardez, c'est le moment où l'offensive russe de l'été 2025, celle sur laquelle Gerasimov a personnellement misé sa réputation, celle que Poutine a annoncée comme la prise de Kupiansk au début de novembre, se retourne sur elle-même. Et elle devient le plus important revers opérationnel documenté de cette année civile. La vraie question n'est pas de savoir si Kupiansk retombera entièrement aux mains de l'Ukraine. Ce résultat est maintenant structurellement inévitable. La vraie question, c'est combien de ces 60 000 soldats massés sur l'épaulement Kupiansk, Borova, Liman, Moscou pourra extraire avant que la rivière Oskil, les régiments ukrainiens de drones et la géométrie de leur propre surextension terminent le travail pour Kiev. Maintenant, revenons en arrière, retournez au mois d'août de cette année. Le commandement russe disait à ses propres 1000 blogueurs, à la télévision d'État et au Kremlin, que Kupiansk était sur le point de tomber. Et en surface, cette affirmation semblait crédible. Les forces russes de la 68e division de fusiliers motorisés de la 6e armée interarmes du district militaire de Leningrad avaient réussi à infiltrer dans la ville même des groupes d'assaut des 121e et 122e régiments de fusiliers motorisés. La 27e brigade de fusiliers motorisés poussait sur les flancs. Le 1855e bataillon avait établi des positions durables dans la zone urbaine. Une hauteur clé au nord de Kupiansk avait été saisie. À la mi-septembre, les commandants ukrainiens eux-mêmes décrivaient la situation comme critique. L'appareil de guerre informationnel du Kremlin a pris ces infiltrations et les a gonflées en récits d'effondrement imminent. Un récit que, si vous avez suivi les grands médias en octobre et en novembre, vous avez presque certainement absorbé sans même vous en rendre compte. C'est la fausse hypothèse. C'est l'erreur doctrinale. Et c'est la même erreur que la Russie a commise à chaque phase de cette guerre depuis février 2022. Le concept opérationnel russe traite l'infiltration comme une avancée. Il traite la pénétration de reconnaissance comme une prise de contrôle. Il traite un drapeau hissé dans un sous-sol par un groupe d'assaut de 4 hommes comme la capture d'une ville. Et sur papier, dans un briefing du Kremlin, cela ressemble à du progrès. Sur le vrai champ de bataille, c'est un piège que le commandement russe se tend à lui-même. Parce que cela force le haut commandement à engager des réserves pour consolider des positions qui n'ont jamais été réellement tenues au départ. C'est exactement ce qui s'est produit à Kupiansk. Moscou a cru à son propre récit. Elle a envoyé des Bouma vers l'avant pour consolider un terrain qu'elle ne contrôlait pas. Elle a étiré sa chaîne logistique à travers la rivière Oskil. Une rivière, permettez-moi de vous le rappeler, qui ne gèle pas de façon fiable au début de l'hiver et que les Russes n'ont jamais eu la capacité de franchir avec des ponts adéquats sous observation constante de drones. Et une fois ces troupes passées de l'autre côté de l'Oskil, l'Ukraine avait exactement la configuration qu'elle attendait. C'est ici qu'il faut introduire la variable cachée parce que le cadrage dominant l'a complètement manqué. Les commentaires dominants vous diront que l'Ukraine gagne à Kupiansk grâce au courage ou grâce à l'aide occidentale ou parce que la Russie est épuisée. Ces choses sont vraies à la marge, mais elles ne sont pas la raison opérationnelle de l'effondrement de cette offensive.
La raison opérationnelle, c'est une capacité ukrainienne précise à laquelle la Russie n'a toujours pas de réponse doctrinale. La zone de destruction intégrée par frappe sans pilote. Plus précisément, il s'agit de la zone de destruction construite dans le corridor de l'Oskil depuis la fin de l'été. Elle a été construite par les opérateurs ukrainiens de drones du centre Rubicon pour les technologies avancées sans pilote, par le projet de drone Soudniden ou Jour du jugement par les forces des systèmes sans pilote et par le 7e régiment de fusiliers motorisés. Soyons précis sur ce que cela signifie. Une zone de destruction dans la guerre moderne n'est pas une poche de feu au sens soviétique traditionnel. C'est une enveloppe géographique stratifiée, persistante et saturée de drones. À l'intérieur de cette enveloppe, tout véhicule plus gros qu'une motocyclette a une espérance de vie mesurable et rapidement décroissante. Les Ukrainiens ont construit cette enveloppe sur la route d'approvisionnement russe vers Kupiansk. Entre août et octobre, ils l'ont fait patiemment. Ils l'ont fait sous le feu de l'artillerie russe et ils l'ont fait pendant que les 1000 blogueurs russes célébraient une victoire imminente. Le 20 et 1 octobre, l'état-major général ukrainien avait confirmé que les lignes de communication terrestre venant du nord vers Kupiansk avaient été sectionnées. Sectionnées, coupées, pas contestées, coupées. À partir de ce moment, chaque soldat russe à l'intérieur de Kupiansk était un soldat dont le réapprovisionnement dépendait d'un largage de drones à sens unique, avec un taux d'attrition de 50%. Chaque véhicule blindé qui tentait de traverser devenait une signature thermique sur l'écran d'un opérateur ukrainien. Et voici le point doctrinal. La Russie a continué à les envoyer quand même, parce que la doctrine opérationnelle russe ne sait pas traiter le concept d'un arrière contesté. Elle présume que l'arrière existe. Elle présume que le réapprovisionnement fonctionne. Lorsque ces hypothèses s'effondrent, le système ne s'adapte pas. Il redouble d'efforts. Et les choses deviennent encore plus sérieuses à partir d'ici parce que la contre-attaque ukrainienne ne s'est pas arrêtée à la coupure des lignes d'approvisionnement. Une fois la zone de destruction établie, les forces ukrainiennes, en particulier le corps Kartia de la garde nationale, sous la direction opérationnelle du général Syrskyi, ont commencé des opérations de nettoyage vers l'ouest et dans la ville elle-même. Tishenkovka, au nord-ouest de Kupiansk, a été libérée le 24 septembre, Kindrashivka a été libérée le 9 octobre, Radkivka a été reprise le 11 octobre. Au début de décembre, les forces ukrainiennes avaient nettoyé le micro-district de Yuveleny dans la partie sud-ouest de la ville. Et cette seule portion de terrain, selon l'observateur militaire ukrainien Yuri Butuzov, rend géographiquement impossible le maintien de toute force russe restante dans le sud de Kupiansk. Le 12 décembre, le commandant du corps Kartia, Ihor Obolensky, a déclaré publiquement que les Russes dans la ville étaient complètement coupés. Ces mots exacts, pendant longtemps, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, mais maintenant, ils savent qu'ils sont encerclés. Le même jour, le président Zelensky s'est rendu personnellement à Kupiansk, en gilet pare-balles, debout devant le panneau portant le nom de la ville. C'était une contradiction photographique délibérée à l'affirmation de Poutine, faite un mois plus tôt, selon laquelle la ville avait été entièrement capturée par les forces russes. Le 10 à 7 décembre, des sources ukrainiennes estimaient contrôler environ 90% de Kupiansk. La Russie nie ce chiffre. Le déni ne change pas la géométrie sur le terrain. Maintenant, reculons encore davantage, parce que c'est ici que l'étude de cas devient un schéma. 60 000 soldats russes sont engagés sur l'épaulement plus large, Kupiansk, Borova-Liman. C'est pas mon chiffre. C'est l'échelle opérationnelle du groupement russe que le district militaire de Leningrad et les commandements adjacents ont poussé dans ce secteur pendant la deuxième moitié de 2025. Ces troupes ont été placées là pour faire une seule chose, faire s'effondrer la ligne défensive ukrainienne de l'Est de Kharkiv et ouvrir la route vers Izium et l'arrière du Donbass. Chacune d'entre elles opère maintenant du mauvais côté d'un problème logistique non résolu. Chacune d'entre elles dépend maintenant de routes d'approvisionnement qui traversent ou longent la zone de destruction ukrainienne que Rubicon et les forces des systèmes sans pilote ont construite. Chacune d'entre elles fait maintenant partie d'une structure de force que le Kremlin ne peut pas facilement retirer. Parce qu'un retrait invaliderait publiquement l'affirmation de Poutine en novembre selon laquelle la ville avait été capturée. Et parce que le Kremlin a construit toute sa posture diplomatique actuelle, y compris ses exigences dans les pourparlers de paix en cours, sur l'idée que la Russie est en train de gagner. Voilà le piège.
à l'intérieur du piège. La revendication politique est devenue une prison stratégique. Poutine ne peut pas retirer ses troupes sans admettre que l'offensive a échoué. Il ne peut pas les renforcer efficacement parce que le corridor d'approvisionnement est contesté. Il ne peut pas les faire tourner parce que la rotation exige une logistique fonctionnelle. Alors il les laisse en place, et chaque semaine où il les laisse en place, la zone de destruction mûrit, les régiments ukrainiens de drones raffinent leur cycle de ciblage, la météo devient plus difficile pour l'infiltration russe et la position opérationnelle se dégrade. Cela compte énormément. Prenez un instant pour bien mesurer cela. 60 000 soldats sont maintenant gelés stratégiquement par la vanité de leur propre commandant en chef, dans un secteur où l'Ukraine a obtenu exactement l'avantage asymétrique que la Russie a passé les 10 à 8 derniers mois à prétendre que l'Ukraine ne pouvait pas obtenir. Maintenant, la leçon plus large, ce que vous voyez, c'est pas une chance aléatoire pour l'Ukraine. C'est la surface visible d'une divergence structurelle entre deux armées qui, au début de la guerre, semblaient comparables et qui, maintenant, ne se ressemblent plus du tout. L'armée russe de décembre 2025 est, sur des aspects critiques, une force moins capable que l'armée russe de février 2022. Elle a épuisé ses cadres professionnels, elle a cannibalisé ses stocks blindés. Des analystes en sources ouvertes ont documenté la perte de plus de 20 000 véhicules blindés depuis le début de la guerre. Elle a perdu l'inventaire de missiles de croisière lancés depuis les airs avec lesquels elle avait commencé. Elle a perdu environ le tiers de sa flotte de bombardiers stratégiques à cause de frappes ukrainiennes en profondeur plus tôt cette année. Elle a été forcée d'intégrer des munitions et du personnel nord-coréen parce que sa propre base industrielle ne peut pas suivre. Et surtout, voici la variable la plus importante. Elle n'a pas produit de réponse doctrinale à la guerre des drones, elle a produit des contre-mesures réactives, elle n'a pas produit de doctrine, il y a une différence. L'Ukraine, à l'inverse, a fait quelque chose que les armées font presque jamais au milieu d'une guerre. Elle a reconstruit son concept opérationnel à partir de la base. L'armée ukrainienne de décembre 2025 est une force axée d'abord sur les drones. C'est une force qui traite l'infanterie comme le bras de soutien du complexe de frappe sans pilote, plutôt que l'inverse. C'est une force qui a institutionnalisé des unités comme les forces des systèmes sans pilote, une branche de service distincte, et non une capacité ajoutée après coup, ainsi que des formations opérationnelles comme Rubicon. Leur objectif entier est d'industrialiser le concept de zone de destruction dans plusieurs secteurs du front simultanément. Ce n'est pas une adaptation au niveau tactique. C'est une reconstruction doctrinale en temps de guerre. Et c'est exactement ce que le système russe, avec sa rigidité hiérarchique et son incitation politique à ne pas admettre l'échec, ne peut pas faire. C'est le moment. Et les choses deviennent encore plus sérieuses à partir d'ici. Parce que pendant que l'enveloppe de Kupiansk se resserre, la campagne ukrainienne de frappe en profondeur continue de s'accumuler. La même nuit où les forces ukrainiennes nettoyaient le micro-district de Yuveleny, des drones ukrainiens à longue portée frappaient la raffinerie de pétrole de Saratov. La même nuit, des drones du service de sécurité ukrainien frappaient les plateformes pétrolières Filanovsky et Korchagine de Lukoil dans la mer Caspienne, arrêtant les opérations sur les deux sites. La même nuit, les forces ukrainiennes frappaient l'usine chimique Minudobrenia à Rossoche, qui produit des composants pour les munitions russes. Les 11 et 12 décembre, des frappes ukrainiennes ont touché la raffinerie Slavneftianos à Yaroslavl. Plus tôt dans le mois, les forces ukrainiennes ont frappé la base de la 26e brigade de missiles russe à Luga, dans l'oblast de Leningrad. Et permettez-moi de souligner cela, parce que la 26e brigade de missiles fait partie de la même 6e armée interarmes, dont les divisions de fusiliers motorisés sont actuellement encerclées à Kupiansk. Les Ukrainiens ne sont pas seulement en train de vaincre l'unité au front. Ils frappent la formation mère dans sa garnison. C'est pas une coïncidence. C'est une campagne industrielle et opérationnelle coordonnée, conçue pour faire une seule chose, faire comprendre à chaque soldat russe au front qu'il n'y a pas d'arrière sûr, pas de dépôt intact, pas de raffinerie protégée, pas de garnison immunisée. Cette prise de conscience, accumulée pendant des mois, est ce qui finit par briser la volonté d'attaque d'une armée. Nous n'en sommes pas encore à ce point de rupture, mais nous en sommes mesurablement plus proches avec les données de décembre que nous ne l'étions avec celles d'octobre.
Le barrage de 495 drones et missiles que la Russie a lancé contre l'infrastructure énergétique ukrainienne dans la nuit du 12 au 13 décembre, frappant Odessa, Mykolaiv, Dnipropetrovsk et Tcherniv, n'est pas un signe de force russe. C'est un signe de substitution stratégique. Quand un État ne peut plus atteindre ses objectifs sur le champ de bataille, il attaque les civils. Ce n'est pas une doctrine, c'est un aveu. Maintenant, l'opération décisive, le geste véritablement audacieux qui a transformé Kupiansk d'une impasse en effondrement. Entre le 20 et 1 octobre et le début de décembre, les forces ukrainiennes ont fait quelque chose que le commandement russe ne croyait pas possible. Elles ont mené une offensive. Une véritable offensive, pas une contre-attaque, pas une reconnaissance, à travers un front russe actif. Dans un secteur où les forces russes étaient plus nombreuses, pendant que la Russie maintenait une pression continue d'artillerie et de bombes planantes, et elles l'ont fait principalement en exploitant la zone de destruction qu'elles avaient construite pour neutraliser l'avantage numérique russe. Elles n'avaient pas besoin de parité en infanterie. Elles avaient besoin de parité en drone. Elles ont obtenu la supériorité en drone. Et dans l'environnement opérationnel moderne, je veux que chaque spectateur note ceci, parce que c'est la phrase doctrinale qui définit la prochaine décennie de guerre. La supériorité en drone au-dessus d'un corridor logistique contesté est fonctionnellement équivalente à la supériorité aérienne au-dessus d'un champ de bataille contesté. Elle fait la même chose. Elle interdit le mouvement. Elle interdit le réapprovisionnement. Elle interdit la coordination et elle le fait à une fraction du coût. Le commandement russe ne l'a pas vu venir parce qu'il ne croyait pas que c'était possible. Voilà l'échec le plus profond. Pas l'échec tactique à Kupiansk, pas l'échec opérationnel sur l'axe d'Izium, mais l'échec cognitif d'un système militaire qui ne peut pas mettre à jour son modèle de guerre en temps réel. La première erreur n'était pas tactique, elle était psychologique. Le commandement russe croyait affronter la même armée ukrainienne qu'en 2022. Ce n'était pas le cas. Il affronte maintenant une armée qui a passé 3 ans à l'étudier, à l'apprendre, à cartographier ses hypothèses et à construire exactement l'ensemble de capacités nécessaires pour exploiter ces hypothèses. Et tant que la Russie ne reconstruira pas sa propre doctrine, ce qu'elle ne peut pas faire sans admettre que l'actuelle a échoué, chaque offensive russe produira un autre Kupiansk. Une déclaration tonitruante, une poussée de troupes, une infiltration momentanée, une capture annoncée, puis, 3 mois plus tard, le lent, dur et irréversible renversement pendant que la zone de destruction ukrainienne se referme sur les formations surexposées. Le schéma plus large est maintenant visible sur l'ensemble du front. Regardez Pokrovsk, où les forces ukrainiennes du 7e corps d'assaut aérien continuent de contrôler la partie nord de la ville malgré les affirmations russes de capture. Regardez Uliaïpol, où les forces ukrainiennes publient des images de militaires russes qui se rendent en groupe. Regardez la direction de Vovchansk, où les bataillons ukrainiens de drones ont développé des contre-mesures tous temps qui permettent des opérations de frappe dans le brouillard et la pluie, des conditions qui favorisaient auparavant l'infiltration russe. Regardez le retrait rapporté d'éléments du 137e régiment d'assaut aérien du groupement nord-russe depuis Yunakivka, après des semaines d'attaques ratées. Le même schéma se répète secteur après secteur, avancées russes revendiquées, surextension russe réelle, zone de destruction ukrainienne, effondrement russe. Kupiansk est le cas le plus vaste et le plus clair. C'est pas le seul, c'est le modèle. Et donc, le verdict, permettez-moi de le formuler clairement. La chute de Kupiansk, de nouveau sous contrôle ukrainien complet, est maintenant structurellement inévitable. La seule variable est le calendrier, et ce calendrier est fixé par la discrétion opérationnelle ukrainienne, non par la résistance russe. Les 60 000 soldats russes massés sur l'épaulement plus large Kupiansk-Borova-Liman sont maintenant dans la pire position opérationnelle qu'un grand groupement russe ait occupée depuis l'effondrement de Kharkiv en septembre 2022. Et les parallèles avec cet effondrement ne sont pas accidentels. Ils sont doctrinaux, la même surextension, la même logistique fragile, la même interdiction politique de se retirer, la même patience ukrainienne, la même rupture finale. L'histoire retiendra décembre 2025 comme le mois où l'offensive russe de l'été 2025 n'a pas seulement été arrêtée, mais inversée.
Elle retiendra ce mois comme celui où la revendication politique du Kremlin sur la capture de Kupiansk est devenue l'encre opérationnelle qui a gelé ses propres forces sur place. Elle retiendra ce mois comme celui où le corps Kartia de l'Ukraine, Rubicon, les forces des systèmes sans pilote et le projet de drone Jour du jugement ont démontré devant le monde entier qu'une armée plus petite dotée d'une meilleure doctrine bat une armée plus grande prisonnière de mauvaises hypothèses. À chaque fois, sans exception, à travers l'histoire. Et elle retiendra une chose de plus. Elle retiendra que l'Occident, même pendant que ce renversement se déroulait, se faisait dire par certaines voix que l'Ukraine était au bord de l'effondrement, que la négociation était urgente, que la concession était inévitable. Ce récit est maintenant opérationnellement indéfendable. Le champ de bataille ne le soutient pas. La rivière Oskil ne le soutient pas. Les 200 Russes encerclés à Kupiansk, qui survivent grâce à des ravitaillements largués par drone, ne le soutiennent pas. Les 60 000 Russes du mauvais côté de la zone de destruction ne le soutiennent pas. Les pourparlers diplomatiques qui sont maintenant en préparation à Berlin entre Zelensky, Witkoff, Kouchner, Starmer, Macron et Merz se dérouleront dans l'ombre de cette réalité, pas en défiance de celle-ci. La question qui demeure, celle à laquelle je ne peux pas répondre ce soir parce que personne ne le peut encore, c'est ce que la Russie fera ensuite. Moscou tentera-t-elle un retrait contrôlé à travers l'Oskil en absorbant le coup politique? Laissera-t-elle les 60 000 hommes en place pour être usés pendant janvier et février, dans l'espoir que la météo hivernale dégrade suffisamment les opérations de drones ukrainiennes pour stabiliser la ligne? Va-t-elle escalader verticalement avec davantage de frappes massives de missiles et de drones contre les civils pour remplacer ce qu'elle ne peut plus accomplir au sol? Ou fera-t-elle ce que les armées en échec ont toujours fait dans la dernière étape de la surextension, c'est à dire simplement prétendre dans ses propres médias et devant son propre peuple que rien de tout cela ne se produit, tout en absorbant silencieusement la destruction de formations qui ont pris une décennie à bâtir? Je ne le sais pas. Aucun analyste honnête ne le sait. Ce que je sais, c'est que les 30 à 60 prochains jours nous le diront. Et lorsqu'ils le feront, la réponse ne décidera pas seulement du sort de Kupiansk, elle décidera de la crédibilité de chaque affirmation que Moscou fera pour le reste de cette guerre et de la forme de chaque négociation qui suivra. La Russie brûle à Kupiansk ce soir, pas au sens figuré, littéralement. Et ce qui arrivera ensuite change